sais pas si on m'entend bien. Mais je suis juste là donc pour traduire la conférence de Camille Parmesan. Elle vous explique tout sur les conditions dans lesquelles elle a enregistré. Et je me suis contentée de traduire le plus fiablement possible cette conférence. Est-ce qu'on m'entend bien ? Bonjour, je suis Camille Parmesan. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir, mais c'est en fait ma période de recherche sur le terrain qui commence juste derrière moi, dans le Nevada, dans les montagnes que vous pouvez voir, juste après la ville de Reno. Je me suis échappée une nuit du campement de recherche pour pouvoir réaliser cette vidéo dans un hôtel. J'en suis très heureuse. J'espère venir d'une façon ou d'une autre bientôt vous rencontrer en personne. Je vais maintenant me mettre dans le petit coin pour vous parler de ce qui vous intéresse, c'est-à-dire des conséquences du changement climatique sur la nature ainsi que sur les sociétés humaines. Nous évoquerons aussi les solutions et avec elles, nous pourrons nous rendre compte que la nature et l'homme sont étroitement liés, qu'il est important que la nature soit en bonne santé pour pouvoir nous aider à faire face au changement climatique. Donc l'homme, la nature, des systèmes étroitement liés. Alors pour commencer, la plus grande partie de ce que je vais présenter ici est un résumé de ce que nous avons mis en commun au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Je fais partie du groupe de travail 2, dans lequel les biologistes, les économistes, les sociologues et autres chercheurs étudient les conséquences du réchauffement climatique. Le groupe de travail 1 est constitué, lui, de climatologues. Voilà 25 ans maintenant que je suis membre du GIEC, mais cette fois, je dirige une partie qui vise la compréhension approfondie des conséquences du changement climatique et qui a pour objectif l'étude de nombreux écosystèmes. Les résultats publiés sont issus de plus de 34 000 articles, 270 auteurs, 5 ans d'efforts colossaux. Je pense que ce bilan a été un des plus complexes à faire, notamment parce que les conséquences observées elles-mêmes deviennent de plus en plus complexes à étudier et parce qu'elles ont aussi plusieurs facettes qui sont en permanente évolution. Donc, de plus en plus de conséquences, de plus en plus marquées, et on va voir pourquoi. La partie 1 de ce travail, donc la conférence sera en 2 parties. La première partie va présenter 5 impacts, 5 conséquences. Donc, la toute première, c'est la répartition des espèces sur la planète, qui évolue au fur et à mesure que les plantes et les animaux essaient de s'adapter au basculement qui s'opère avec le réchauffement climatique. C'est la première chose que l'on constate sur le terrain. Ce qu'on peut observer, c'est que nous avons des espèces qui remontent d'Afrique pour s'installer en Europe, ou des espèces qui remontent d'Amérique latine pour occuper la Californie et le Texas. Je suis moi-même originaire du Texas. De même, on peut voir des espèces qui s'installent en Europe du Nord, alors qu'elles viennent de la partie continentale de l'Europe. Mais la plupart des données que nous assemblons concernent les papillons. Tout d'abord parce qu'on peut les voir, les observer, comme les oiseaux. Ce sont des données qui intéressent les individus, comme je l'ai dit, parce qu'on peut les voir. Mais nous avons aussi des informations sur des phénomènes beaucoup moins visibles à l'œil nu, comme le déplacement de certaines bactéries, notamment des bactéries à l'origine de maladies, malheureusement. La bactérie Vibrio cholera, par exemple, qui se forme dans l'eau et qui est aujourd'hui présente en Alaska, en mer Baltique, en Europe du Nord. Elle pose des problèmes d'empoisonnement, des coquillages, des crustacés, des fonds marins. Elle transmet des maladies à l'homme. Malheureusement, certaines de ces maladies sont mortelles, pour l'homme comme pour certaines espèces. Alors, nous allons passer maintenant à la conséquence 2. Deuxième conséquence qui a été mise en relief par le rapport, et c'est celle du déplacement définitif de certaines espèces. On va juste attendre qu'on soit. Voilà, le déplacement, deuxième conséquence de certaines espèces.
Alors, les phénomènes qu'on observe ne relèvent plus de migration saisonnière, contrairement à ce qu'on pouvait voir avant. Les migrations saisonnières liées aux températures. En réalité, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est un changement définitif d'habitat. C'est le cas de ce jet vert mexicain, qui aujourd'hui se répand par centaines au sud des États-Unis de façon définitive. Il ne revient plus dans la région d'où il est originaire. Déplacement définitif. On va passer à la troisième conséquence du réchauffement climatique sur les espèces. Donc, après le déplacement définitif, nous avons l'hybridation de certaines espèces qui se rencontrent. La plus importante de ces hybridations, c'est celle qui s'est opérée entre l'ours brun et l'ours polaire. Alors, cette hybridation, elle va donner lieu à des progénitures très étranges. On sait que les pattes des ours bruns sont larges. Elles sont faites pour attraper des poissons, d'autres proies également. Mais c'est un animal qui a une vie terrestre. L'ours blanc, lui, au contraire, il doit nager dans l'océan. Il a une patte plus profilée, ce qui en fait un très bon nageur. Sa patte est en réalité plus une rame. Et donc l'hybridation entre l'ours brun et l'ours polaire donne un mélange curieux. Cette hybridation n'est pas une mauvaise chose, puisque nous savons que l'habitat de l'ours polaire en tant que tel est en train de disparaître. L'espèce est menacée. Du coup, cette hybridation nous permet de garder quelque chose de l'ours polaire, même si la créature est très étrange. On peut voir plusieurs modèles. On va passer à la quatrième conséquence du changement climatique. C'est le réchauffement du printemps. Alors, le réchauffement du printemps, c'est à la fois un printemps qui est plus chaud, mais qui arrive plus tôt. Donc, en avance et plus chaud. De ce fait, alors, des espèces ont tendance à éclore et à se développer de plus en plus tôt. Les plantes, les oiseaux et les papillons principalement. On a des données qui sont d'environ 4 jours plus tôt par décennie pour les papillons et les oiseaux, jusqu'à 12 jours d'avance pour le plancton et les poissons, 1 jour d'avance seulement par décennie pour les plantes. Conséquence à nouveau, on peut s'inquiéter du décalage entre l'apparition des ressources, d'une part, et l'apparition des papillons et des oiseaux, d'autre part. Malheureusement, les papillons et les oiseaux vont être présents plus tôt que leurs ressources. Et nous savons qu'ils mangent des graines, des plantes, etc. Du coup, c'est la disparition de certaines espèces si elles n'ont plus de ressources. On va vers des problèmes évidents de survie. Alors j'étudie les papillons, comme je vous ai dit. Ils sont d'abord visibles, ils intéressent tout le monde. Et aussi, ce sont des indicateurs significatifs des conséquences du changement climatique. Des études plus complexes ont été menées. Elles vont au-delà de ce que j'expose aujourd'hui, mais elles sont toujours menées grâce aux papillons, tout simplement parce qu'il est un indicateur sensible. Et là où certains phénomènes étaient épisodiques, on s'aperçoit grâce à eux que certains changements vont s'opérer définitivement. Le fait de les observer doit nous permettre de nous adapter au réchauffement et d'apprendre à nous adapter, d'imiter, au fond, ces espèces qui, elles, essaient de s'adapter. Alors c'est pour cela que je suis sur le terrain. Vous voyez la caravane. Nous irons du Nevada jusqu'en Californie dès demain, en empruntant le sentier. C'est une région spectaculaire, mais qui suppose que l'on campe sur place. Il n'y a pas d'hôtel là où vivent les papillons que nous observons dans ces montagnes que vous voyez. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt agréable d'être dans cette nature. Année après année, nous observons des extinctions d'espèces sur place. J'ai 40 années d'études du papillon. Mon mari en a 60. Et nous savons que l'évolution de certains papillons, de certaines espèces, est directement liée aux canicules, au réchauffement
aux incendies, mais aussi aux sécheresses. L'été dernier, il a été particulièrement chaud en Californie et dans le Nevada. Certaines espèces voient leur écosystème disparaître totalement et disparaissent à leur tour. On a vu par exemple la disparition des pins à pignons. Ils sont tous morts. Les papillons qui vivaient dans ce pin ont complètement disparu, mais pas seulement, c'est tout l'écosystème qui a disparu avec eux. Une autre conséquence de ce réchauffement du sol est le fait qu'il oblige certaines espèces à pondre leurs œufs en hauteur. Mais ces œufs sont du coup à la portée de prédateurs comme les cerfs qui mangent les feuilles en hauteur et qui vont du même coup manger les œufs. Alors il sera intéressant de voir l'évolution de ces interactions, ces changements dans les écosystèmes, ces insectes qui doivent pondre plus haut et les cerfs qui vont manger les œufs. Tout cela reste à l'étude et nous devons continuer à observer comment la nature s'adapte. Ce qu'il y a de plus intéressant dans nos observations, ce n'est pas malheureusement de voir des extinctions ou des déclins d'espèces, mais de voir l'apparition de nouvelles colonies. Elles sont intéressantes parce qu'on ne les attendait pas à certains endroits, on ne les trouvait pas auparavant, et ces colonisations mettent en évidence de nouvelles propriétés génétiques de certaines espèces. Alors, on peut donc en conclure que les espèces ont en fait une plus grande adaptabilité et plus de propriétés génétiques que nous pouvions le penser. On se rend compte qu'elles pourraient survivre au réchauffement climatique en s'adaptant, du moins pour certaines. C'est toujours triste de voir une extinction, mais on peut aussi se réjouir de voir certaines espèces s'adapter, réagir autrement qu'elles ne le faisaient dans leur précédent écosystème. And that's originally why the eggs were laid very low down. So it'll be interesting to see how this interaction between deer browsing the plants and climate change causing the eggs to be lifted, how that actually works out in the long term. But one of the most exciting things we're seeing is we are seeing new colonization. On va passer à la cinquième conséquence du réchauffement climatique dans notre étude. Elle est assez logique, puisque c'est l'extinction massive de certaines espèces, comme vous pouvez l'imaginer. Before that event. And so what we're seeing is that they have more variability than we thought they had, and that this is perhaps opening them up to, one, being able to survive climate change better, but also into evolving just completely new adaptations to survive this changing environment. So it's partly depressing when you see an extinction, but it's really exciting when you go to a new population and see them doing something different from what they've done before. Donc, cinquième conséquence, l'extinction massive de certaines espèces, comme vous pouvez l'imaginer. À l'origine de cette extinction, on l'a vu, les chaleurs intenses, répétitives, ainsi que tout ce que nous avons évoqué plus haut. Ça va donner lieu à des extinctions massives. Les espèces qui disparaissent sont en général celles qui dépendent d'écosystèmes extrêmes. En effet, les ours polaires, par exemple, vivent déjà aux extrémités de la planète. Du coup, ils ne retrouvent pas leur écosystème ailleurs. Ils vont donc disparaître et vivent déjà sur des espaces de plus en plus réduits. Mais c'est le cas aussi de ce papillon, Apollon, qui vit sur les sommets pyrénéens et qui se déplace plus en hauteur à cause du réchauffement. Plus il se déplace, moins il va trouver d'espace, puisque le sommet de la montagne réduit sa zone d'habitation. Mais c'est vrai aussi pour ce pika, de la famille du lapin, qui vit aux États-Unis, ou les petits marsupiaux, opossums d'Australie, qui vivent sur les plus hautes cimes des arbres. Plus on monte dans l'arbre, plus l'espace se réduit, et surtout, on est vite limité. Du coup, on ne retrouve pas le même écosystème ailleurs, d'où la disparition. Alors, il existe deux espèces pour lesquelles nous sommes vraiment certains que le réchauffement climatique est à l'origine de leur extinction. On suspecte d'autres espèces, mais à ce jour,
Voici les deux espèces pour lesquelles l'impact du réchauffement climatique a été prouvé. La première espèce, elle a été observée en Australie, sur l'île de Bramble Cay, près de l'Australie. Avec l'élévation du niveau de la mer, les orages particulièrement violents dans la région, le niveau de l'eau qui peut augmenter de 3 mètres d'un seul coup, qui crée une inondation, et vous voyez tout au bout de la flèche bleue que la végétation est morte, desséchée. Cette végétation, c'était celle du mélomys, un petit rongeur bien mignon, endémique de l'île, qui a totalement disparu depuis 2016. On ne recense aucun autre mélomys ailleurs sur la planète. On en déduit que le rongeur a totalement disparu. Première espèce qui a totalement disparu avec le réchauffement. La deuxième espèce, pour laquelle on peut affirmer que l'extinction est strictement liée au changement, vivait dans la forêt nuageuse du Costa Rica. Cette forêt doit son nom au fait qu'une couverture nuageuse permanente se trouve au-dessus des arbres. Et de nombreux animaux s'hydratent grâce à l'humidité des nuages. Ce sont des zones où il ne pleut pas souvent. Par contre, c'est toujours humide. Or, ces nuages tendent à disparaître et avec eux, ces adorables petits crapauds dorés. Un chercheur les étudie depuis de nombreuses années. Il a étudié leur déclin. Il a pu observer qu'avec 4 jours consécutifs d'absence de nuages, le nombre de crapauds chute considérablement. Ils ont finalement complètement disparu en 2019, tout comme l'espèce précédente. Nous n'avons pas retrouvé cette espèce ailleurs sur la planète à ce jour. L'espèce a totalement disparu. Il se peut que 122 espèces d'amphibiens se soient éteintes récemment et malheureusement, on soupçonne une interaction directe avec le réchauffement climatique et le développement d'un champignon qui attaque en particulier les amphibiens. On va le voir. Ce champignon, on l'appelle le champignon chytride. Il s'attaque aux amphibiens. Dans le cas du crapaud doré, il n'a pas été établi de lien clair entre le champignon et l'extinction de l'espèce, mais on sait que c'est par contre l'absence de couverture nuageuse qui l'a fait disparaître. Voilà en 10 ans maintenant, en tout cas, qu'on sait que ce fameux champignon attaque de nombreuses espèces, même si toutes n'ont pas été totalement anéanties. Have more of an effect on the frogs that it attacks. And as you can see, it's very obvious it's this white stuff all over this frog. So it's very easy to see if you're doing field work. Alors maintenant, nous allons regarder les impacts du changement climatique sur les pollinisateurs. On sait que certaines espèces ne s'adapteront jamais au changement climatique. Une étude sur les bourdons a été menée. Alors, ce sont des insectes pollinisateurs essentiels pour les récoltes. Il faut savoir que les récoltes de fruits, de légumes, de noix dépendent pour 20% des pollinisateurs. Or, nous avons besoin de ces arbres, de ces fruits, de ces légumes, de ces noix pour produire de la nourriture. Maintenant, si vous regardez la carte de gauche, ce sont les prévisions. C'est une simulation, un modèle de projection. Les zones en bleu représentent les zones où l'on s'attendait à ce que le nombre de bourdons augmente. Les zones en rouge, au contraire, sont les zones où l'on s'attendait à ce qu'ils diminuent. On s'attendait à une augmentation des bourdons aux États-Unis, dans les pays scandinaves. Cela était prévisible du fait de leur déplacement vers le nord. Or, si vous regardez la carte de droite et les relevés d'observation, force est de constater que les zones où le bourdon est en déclin ne sont pas les zones prévues. On constate aussi qu'il y a plus de zones impactées par les diminutions de cette espèce que prévu. Cela s'explique par les politiques agricoles de culture. Il ne s'agit pas seulement du changement climatique. Le déclin est lié à l'utilisation de pesticides, d'insecticides, d'herbicides, comme le Roundup. L'industrialisation de l'agriculture a été épouvantable pour les bourdons. On a donc des déclins à des endroits où on ne les attendait pas, des augmentations également à des endroits où on ne les attendait pas. Le seul endroit où on constate une augmentation réelle, c'est en Écosse, sur une partie de la Scandinavie aussi qui est concernée, mais si on regarde vraiment attentivement, pas sur les côtes.
Donc, lorsqu'on modélise et qu'on essaie de prévoir la situation, de se projeter, on envisage essentiellement les déclins et extinctions d'espèces, voire les déplacements. Or, on ne peut pas vraiment s'en tenir à des critères de changement climatique. Tout simplement parce qu'il y a l'activité humaine, que souvent elle va dominer la situation dans de nombreuses régions. Et bien entendu, la pire des données qui n'est absolument pas prévisible, c'est celle de l'agriculture intensive, avec, comme je l'ai dit, l'utilisation d'intrants. La carte de gauche nous permet de modéliser la perte de biodiversité en fonction de l'augmentation de la température. On peut voir qu'à 1,5 degré, la perte de biodiversité va de 25% dans certaines zones jusqu'à 50% dans d'autres. Malheureusement, pour d'autres zones, 4 degrés de plus perdront 75% de la biodiversité terrestre, mais aussi de la biodiversité d'eau douce. Plus on augmente la température, comme vous allez le voir sur la carte, plus le phénomène s'accentue, perte de la biodiversité terrestre et marine. Bien entendu, on peut s'attrister de cette situation, car c'est une perte. On peut surtout aussi s'en inquiéter, car ce sont autant d'écosystèmes qui ne pourront plus remplir leurs fonctions et qui vont impacter directement les populations, qui vont poser des problèmes pour la filtration de l'eau, le stockage de l'eau, la purification de l'air. Donc, au fur et à mesure que le changement climatique entraîne l'extinction ou le déclin d'une espèce, les écosystèmes ne sont plus à même de nous aider à faire face, de nous aider à nous adapter. Alors, bien entendu, c'est ce processus contre lequel nous devons agir en amont. Aujourd'hui, le principal responsable, c'est le dioxyde de carbone et les gaz à effet de serre qui sont visés, qui sont responsables. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, voici une représentation de l'interaction des écosystèmes. Donc, vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses interactions. Lorsqu'on perd les interactions, on perd un certain nombre de fonctions, en réalité, qui posent problème à l'homme. Toutefois, toutes les espèces ne souffrent pas du changement climatique. Certaines, au contraire, vont en bénéficier, notamment toutes les espèces qui attaquent les arbres. C'est le cas du scarabée du pin, dont le nombre diminuait en hiver, lorsque les hivers étaient rudes au Canada, par exemple, à moins 30 ou moins 40 degrés. Le scarabée envahissait l'arbre, puis le nombre de scarabées diminuait drastiquement grâce aux températures glaciales l'hiver. Or, aujourd'hui, les hivers sont plus courts et plus chauds. Donc, les fameux scarabées ont plus de chances de proliférer chaque année. L'augmentation de certaines espèces entraîne des pertes massives d'arbres. Tout ce qui est en rouge sur l'image, ce sont des arbres morts. Dans ce massif, qu'on appelle le massif British Columbia, c'est 130 000 km² qui sont impactés. Donc, l'espèce a tendance à proliférer au lieu de diminuer. They're building up bigger population numbers as the year goes on, and they're not getting hit back in the wintertime as much. So they're causing massive tree deaths. All the red color in here are dead trees. This particular picture is from British Columbia, where the mountain pine beetle attacked and affected 130,000 kilometers square of forest. I mean, just huge impacts. Donc, avec l'augmentation des températures, d'autres problèmes viennent, à savoir les incendies. Les étés sont plus chauds, plus ventés.
il favorise le départ de feu. C'est un phénomène qui avait été anticipé, qui malheureusement s'est confirmé. Vous avez pu voir l'actualité l'été dernier en Californie, ce fut catastrophique. Les cartes sont parfaitement bien renseignées, les données sont précises. On peut voir les conséquences sur l'ouest des USA, par exemple, qui me concernent directement. On dispose de toutes les données nécessaires pour établir ce genre de cartes. Ce ne sont pas des modèles, pour le coup. Tout ce que nous venons d'évoquer augmente le risque d'irréversibilité de la situation. Alors, en effet, avec le réchauffement de la planète, on sait que... On va l'attendre. Elle va nous parler du permafrost. Voilà, donc le problème de l'irréversibilité. Alors, on a évoqué les gaz à effet de serre, mais là, on a le permafrost. Lui, il va fondre et libérer des gaz, comme du dioxyde de carbone, à nouveau, qui était enfoui depuis des millénaires. Avec le réchauffement climatique, on constate qu'il libère un dioxyde de carbone qui était enfoui, qui ne gênait absolument pas l'atmosphère. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On observe même un cercle vicieux. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il est possible que, quoi que nous fassions aujourd'hui, et que quelles que soient les politiques que nous adopterons, certains processus ne pourront pas être stoppés. D'où ce mot d'irréversibilité sur lequel j'insiste. C'est un risque à prendre en compte. Si nous continuons avec 4 degrés d'augmentation de température par an, il se peut que nous ne puissions jamais revenir en arrière. En anglais, on appelle ça « overshoot ». En français, on pourrait traduire par « dépassement ». Some of these areas are still sinks, but then they become sources of carbon dioxide when these events happen. And at some point, those systems will shift over into always being a source of carbon dioxide when historically they've been a sink. So instead of taking in carbon and helping us with climate change, they're releasing all this stored carbon from thousands to millions of years ago and causing climate change to become worse. And the difficulty with this is no matter what we do with our emissions. Voilà. Donc on va en terminer avec le processus d'irréversibilité. Et comme je n'ai pas du tout envie de vous déprimer totalement, la prochaine diapositive devrait vous réjouir. Je vais vous parler, nous allons rentrer dans la deuxième partie de la conférence, je vais vous parler de solutions. Up to 4 degrees warming for several decades and then coming back down, you may not be able to come back down because you've put these processes into place. So what are the solutions? Alors, comme je l'ai dit, je fais partie du GIEC depuis 25 ans. Et par le passé, on nous demandait surtout de nous concentrer sur les conséquences du réchauffement climatique. On devait établir des liens de cause à effet entre nos observations sur la nature, les espèces et le changement climatique, l'augmentation des températures. On nous demandait également d'isoler les causes et de s'assurer que les causes des phénomènes que nous observions n'étaient pas autres, n'étaient pas liées à d'autres phénomènes. Malheureusement, comme je l'ai déjà évoqué, nous avons le problème de l'agriculture intensive qui vient biaiser toutes nos prévisions, toutes nos modélisations. Aujourd'hui, les objectifs ont changé. On nous demande davantage de travailler sur les solutions, sur les risques engendrés par différents scénarios. On nous demande d'évoquer plusieurs scénarios possibles. Et aussi, on nous demande de travailler sur les politiques à adopter, les actions à prendre pour aider les sociétés humaines à faire face au changement climatique. Alors, c'est l'objet du 6e rapport du groupe de travail 1. Je vous invite à le lire. Je vous l'ai résumé ici. On en est arrivé à la conclusion que nous allons dépasser les 1,5 degrés, voire 2 degrés de réchauffement si on ne change rien. Je vous l'ai dit, ce sont des paliers dangereux pour le changement climatique. À Paris, il y a quelques années,
Les gouvernements se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement. Il n'est pas du tout sûr qu'on puisse y arriver. Le groupe de travail prévoit que nous ne pourrons pas éviter cela à moins de prendre des mesures drastiques contre les émissions de gaz à effet de serre. Certains gouvernements ont pris ces mesures, pas tous. Vous avez pu entendre Greta Thunberg qui a exprimé sa colère, qui a dénoncé le blabla des politiques, la langue de bois. Globalement, je suis plutôt toujours d'accord avec elle. Toutefois, tout ne va pas aussi mal qu'elle l'affirme parfois. Certains gouvernements tendent vers des solutions et ne se contentent pas du blabla qu'elle dénonce. Nous avons des solutions, par contre, qui supposent que nous travaillons, et ça c'est notre point de vue, avec la nature. D'où viennent les émissions de CO2, ces fameux gaz à effet de serre? De toute évidence, des énergies fossiles brûlées. Pour plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les énergies fossiles brûlées qui sont en cause. Mais on observe également un autre phénomène, c'est celui du changement de fonction de nos sols. Peu de gens comprennent que lorsqu'on remplace une forêt qui avait une fonction par une zone agricole, on produit forcément des gaz à effet de serre. Lorsque le sol est exposé directement, sans la couche que lui proposait la forêt, il est mis à nu. On a coupé les arbres, la décomposition des êtres vivants au sol relâche des gaz à effet de serre dans l'air. C'est comme couper des arbres et les brûler. Il y a aussi, on l'a déjà évoqué, l'agriculture qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, notamment à cause de l'utilisation de fertilisants. On constate donc que les émissions ne viennent pas seulement du pétrole et du charbon, mais aussi du changement de fonction des sols que l'on opère, notamment en remplaçant des forêts par des zones de culture. Alors, on doit protéger nos écosystèmes, ainsi que la biodiversité qui va avec. Plus on va les protéger, moins ils sont source d'émissions de gaz à effet de serre. Préserver 30 à 50% de notre écosystème est réellement vital, mais bien entendu, la grande question, c'est celle de l'accroissement de la population sur la Terre et la question de la nourriture et de l'approvisionnement en nourriture. D'un côté, il faut nourrir de plus en plus de monde et d'autre part, il faut protéger de plus en plus d'espace. On peut se demander s'il y a une solution. La solution est-elle de passer par l'agriculture intensive? Certainement pas. Il faut passer d'une agriculture intensive à l'agroécologie. Alors, regardons ce que cela veut dire. L'agroécologie signifie des choses très différentes selon où l'on se trouve sur la planète. Mais en Europe, dans la plus grande majorité des cas, cela suppose que l'on revienne à une gestion agricole traditionnelle. Au Royaume-Uni, par exemple, une chose qui m'a frappée en tant que citoyen américain, c'est que nous avons pu observer que certaines espèces, comme certains papillons, certains oiseaux, passent toute leur vie sur une zone assez limitée de la Terre. C'est très habituel pour un citoyen américain, même inexplicable. Mais cela nous amène à réfléchir au fait que ce ne sont pas forcément d'immenses étendues de terre qu'il faut protéger, mais des zones très ponctuelles. Beaucoup de petites zones à différents endroits, et on peut cultiver à côté. Par contre, pour faire face aux sécheresses et aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, la solution sera de ne pas cultiver des kilomètres carrés d'une même culture, comme vous pouvez le voir à droite, mais de diversifier les cultures sur des parcelles de taille moyenne ou petite. Que va-t-il se passer si on adopte cette agroécologie? On va favoriser différents écosystèmes, avec la biodiversité qui va avec. Les prédateurs, les pollinisateurs, les insectes. Le fait qu'une parcelle produise
à un moment différent de la parcelle voisine va limiter le risque de perte en cas d'intempéries. Donc, parmi ces intempéries, on a déjà évoqué la sécheresse, la canicule, les inondations, etc. Ainsi, au moment où une parcelle est à un stade vulnérable de la production, elle va être affectée par une intempérie, alors qu'une autre parcelle, qui ne sera peut-être pas au même stade de maturité, va peut-être, elle, pouvoir continuer à produire et arriver à une maturité normale sans avoir été particulièrement affectée par les intempéries. La solution, c'est donc, dans un premier temps, de diversifier les cultures, prévoir des parcelles moyennes, voire petites. On va ainsi favoriser différents écosystèmes et on va aussi limiter les risques de pertes massives de production, puisque sur une culture, comme vous voyez à droite, si on a une intempérie, ce sont des kilomètres carrés qui sont impactés. Donc, une autre solution qui fait partie d'un retour à l'agriculture traditionnelle, donc qui va nous amener à l'agroécologie, c'est la transhumance des animaux. All of these things will come at a particular time of the year that might affect one of the crop plants that is at its most vulnerable stage, but another crop might be at a different stage and not as vulnerable. So by planting multiple crops in small plots, a single extreme drought or extreme flood may not cause you to lose all of your productivity. So it's a kind of a bet hedging. It's sort of an insurance policy. Donc, deuxième étape pour un passage vers l'agroécologie, c'est une activité traditionnelle, là encore, c'est la transhumance. C'est le fait de faire passer les animaux d'une altitude à une autre, de les déplacer, mais pas dans n'importe quelles conditions. Vous avez des troupeaux de chèvres, des troupeaux de moutons, vous avez du bétail, mais si vous le laissez sur une parcelle, il va couper toute la verdure d'une zone et il va laisser le sol à nu. Dans ce cas, on tue toute la biodiversité. Il y a une autre solution, c'est celle de déplacer fréquemment, plus souvent, les animaux et de ne pas attendre qu'ils aient tout coupé. Là, on va permettre à la nature de se régénérer une fois qu'ils sont passés. On peut être très étonné de se rendre compte qu'après seulement quelques semaines, après le départ d'un troupeau, si le sol n'a pas été laissé à nu, mais qu'au contraire, on a déplacé les animaux à temps, la biodiversité se recrée à nouveau. On la retrouve après seulement 1 ou 2 mois, tout au plus, par rapport à l'arrivée des animaux. C'est donc une autre méthode à adopter, différente de celle qui consiste à laisser un troupeau sur une parcelle et de le laisser tout manger jusqu'à ce que tout soit mort et que le sol soit réduit en poussière. Ce qu'on peut voir sur cette diapositive, c'est une prairie avec de nombreuses espèces. Il est important de la maintenir, de la couper 1 à 2 fois par an au bon moment. Donc, parmi les gestes de l'agriculture traditionnelle, il y a la coupe. Ainsi, on ne perturbe pas trop la biodiversité. Si on laisse cette prairie pousser, dans la région dans laquelle j'habite, on ne coupe l'herbe qu'1 fois par an seulement. Il peut arriver que dans certaines zones, on arrive à 2 fois, mais en réalité, on n'a pas besoin de couper plus. Il faut aussi ne pas utiliser de fertilisants, sinon ils vont favoriser seulement 1 ou 2 espèces au détriment des autres. Donc, très important, pas de fertilisants. Enfin, on en arrive à la solution de la plantation des arbres. Bien entendu, personne ne peut être contre planter des arbres. Moi-même, je ne suis pas contre planter des arbres.
Par contre, je pense qu'on a trop souvent répandu l'idée que tout le monde doit planter des arbres partout et que ça va être la solution. Ça ne va pas être la solution, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut planter des arbres dans certaines zones spécifiques. Si l'on veut recréer une forêt, on ne doit en aucun cas planter une même espèce d'arbre. Le problème aujourd'hui, c'est la plantation d'arbres à croissance rapide d'une même espèce sur une grande zone. Pour les écosystèmes, c'est catastrophique. D'abord, ces cultures massives d'arbres à croissance rapide sont vulnérables. Comme on l'a vu, elles vont être impactées par le changement climatique parce que les insectes qui vont les attaquer, des insectes comme le scarabée, vu plus haut, il va pouvoir proliférer. On lui offre une forêt entière. Ce ne serait pas le cas si cet insecte évoluait dans une diversité d'arbres. Il pourrait attaquer un arbre, mais ensuite, il n'aurait nulle part où aller. Si on offre une forêt entière à une même espèce, d'insectes, elle va forcément tuer toute la forêt. Alors on peut planter des arbres, mais à certains endroits et d'une certaine façon. De plus, il y a des zones, contrairement à ce qu'on voit en Europe, où il n'y a pas d'arbres à l'état naturel. C'est le cas de la savane africaine, de l'Ouest américain également. Dans ces zones-là, planter des arbres revient à créer une biodiversité artificielle qui n'est pas adaptée au climat local, qui ne va pas pouvoir résister, qui va peut-être même amener des écosystèmes qui ne sont pas souhaitables dans ces zones-là. Donc, puisqu'on a le temps, on peut voir dans les petites bulles, y avait-il une forêt? La restauration est-elle possible? Quels vont être les impacts, c'est-à-dire les bénéfices? Est-ce que les bénéfices vont être plus importants que les coûts engendrés? Voilà. Alors, voici l'endroit où j'habite, l'Ariège. Je voulais vous parler de l'Ariège, la région dans laquelle je vis en ce moment, parce que c'est une région extraordinaire d'abord, parce qu'il y a une biodiversité fabuleuse. C'est une région où il y a une réelle gestion traditionnelle de l'agriculture et de l'élevage. On y fait de l'agroécologie sans le savoir. Je me permets de vous montrer la ferme que nous avons achetée avec mon mari. Je voulais vous montrer ces photos prises à 50 mètres tout au plus de la ferme. Elles montrent une impressionnante biodiversité, une quantité de papillons différents très importante. Il faut bien avoir présent à l'esprit que ceci est d'autant plus impressionnant que c'est une terre qui produit de la nourriture, où du bétail est élevé, des cultures sont faites, mais toujours avec une gestion traditionnelle de l'agriculture. Le bétail est déplacé souvent. L'agriculture coupe l'herbe une fois par an, une seule. Il ne laisse jamais le sol à nu. Il déplace ses animaux à temps. On peut voir des papillons extrêmement rares, comme par exemple l'empereur violet, dont je vais vous présenter la photo ici. Voilà un papillon extrêmement rare qui a été photographié à très peu d'endroits sur la planète. Donc en fait, il n'y a aucune raison de ne pas tout combiner. Le maintien de la biodiversité, comme on l'a vu, mais aussi l'utilisation d'énergies renouvelables et l'agriculture, ou ce que je préfère, l'agroécologie. Si on prend l'exemple des panneaux solaires, ils vont produire de l'énergie et ils vont fournir de l'ombre aux animaux, à condition d'être placés assez haut. On sait que les animaux souffrent de la chaleur. On peut leur apporter de l'ombre. Les arbres eux-mêmes en apportent, mais on va pouvoir les aider. Pourquoi s'en priver? Surtout avec des énergies renouvelables. Donc l'intervention de l'homme ici est bénéfique. On doit réfléchir à créer des zones où toutes les fonctions interagissent en bonne intelligence. L'une n'exclut pas l'autre. Cela dit, vous me direz, on parle de l'Ariège. Or, on sait que la plupart des gens ne vivent pas en Ariège. Malheureusement, nous avons 80% de la population qui habite dans des villes. Nous allons donc étudier maintenant la transformation nécessaire des paysages urbains.
On doit transformer nos paysages urbains. Vous voyez sur la photo un projet fabuleux qui se trouve à Barcelone. L'architecture a prévu des balcons qui peuvent accueillir toute la végétation que vous voyez. Bien entendu, cette végétation va absorber le dioxyde de carbone, c'est bon pour l'air. Mais aussi, elle va maintenir les appartements frais, naturellement avec l'évapotranspiration des plantes. Également, de manière purement mécanique, elle va bloquer les rayons du soleil. On a tout à gagner avec ce genre d'architecture dans les villes. Et à droite, je me permets de vous montrer une photo de la ville de Houston, ma ville natale, qui a beaucoup investi dans la transformation de la ville. Tout n'est pas acquis, tout n'est pas gagné, tout n'est pas facile, mais la ville a réellement investi de grosses sommes pour transformer la ville. On sait aussi que les énergies fossiles ne manquent pas à Houston, mais la ville a été végétalisée. Elle a été transformée pour faire face aux orages, aux inondations. C'est une ville où on a un ouragan par an et il fallait absolument adapter l'architecture, les immeubles, les maisons à ces ouragans. Autre chose que l'on peut faire dans les villes, c'est fournir un habitat diversifié. Donc à l'horizon 2050, 2/3 des personnes vivront dans une ville. Voilà des habitats que l'on peut nous-mêmes créer. On peut par exemple installer des structures. Elles vont être plus ou moins grandes selon la place dont on dispose, mais elles vont permettre à des insectes de se développer. Et parmi ces insectes, on aura des abeilles. Donc, ça tombe bien, on aura du miel. Il y a donc de nombreuses initiatives qui peuvent être prises par les villes pour faire face au changement climatique, au réchauffement et pour favoriser la biodiversité, même là où on ne l'attendait plus. Voilà, je voulais terminer la conférence avec ce que nous pouvons faire en tant que citoyens. En tant que citoyens, nous devons agir. La première des choses, c'est l'observation. Avec cette observation, vous allez fournir des informations aux scientifiques. On peut accumuler des informations simplement en observant la nature. On peut documenter un calendrier, tenir un cahier. Bien entendu, cela suppose une certaine démarche scientifique également, mais certains font ça de manière aussi très naturelle. Ces données sont précieuses. Elles vont permettre aux scientifiques d'alimenter la recherche et aux observateurs de rencontrer d'autres observateurs qui partagent les mêmes préoccupations ou centres d'intérêt. En tant que citoyen, on est amené à observer et à renseigner, à récolter des informations. En France, c'est l'Office de la biodiversité qui a été créé dans cet esprit. Le but, c'est de permettre aux biologistes de rencontrer des chasseurs, mais de leur permettre de rencontrer des agriculteurs, de mettre en commun les idées, les informations et, plus important, les initiatives. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. J'espère que je ne vous ai pas déprimé, ce n'était pas le but. Au contraire, j'espère avoir apporté des solutions, de l'espoir avec cette conférence. Voilà. J'ai fait partie d'un programme développé par le président Macron lorsque le président Trump a diminué les fonds pour la recherche. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Et elle va dire au revoir bientôt. And figuring out ways of using the land, creating landscapes where both people and biodiversity can flourish. Thank you very much, and I hope I've helped not totally depress you, but give you some hope that we really can make our planet great again. Thank you very much. Bye-bye. Well, thanks so much, Camille and Christine.